suis très heureux de vous présenter cette rencontre exceptionnelle avec Bernard Lévy, ici dans cette très belle salle de l'Hôtel de Ville. Bonjour Bernard Lévy. Bonjour à tous. J'ai lu évidemment le livre et j'ai vu la pièce jeudi soir. Et je tiens à dire ici que c'est une pièce formidable, c'est un moment, une véritable expérience. On est littéralement estomaqué par ce texte tournoyant, c'est un monologue, crépusculaire, en même temps traversé d'orage. Il y a plein de choses dans ce livre, il y a plein de choses dans cette pièce. Sarajevo évidemment, mais Google, Goethe, Hermès, le commandant Massoud, la mythologie, les baisers à une amante Piazza del Duomo, Hérodote, les finus dans les pages des livres de la collection Budet, quand on est au Cagneux, quand on a fait un peu d'être classique. On a eu une longue fréquentation, ces livres qui étaient austères, donc il fallait pimenter l'exercice par ces photos apaisantes. Il y a un banquier, on parle de Calvici, de Lampedusa, d'Athènes, de la piscine d'Uris, une ambassadrice qui se noie, de Jérusalem, de Gazprom et même du prochain film de Claude Lelouch avec la jeune Rome Leonarda, ce qui ne serait, semble-t-il, qu'une folle rumeur. Aujourd'hui, l'idée européenne se meurt. C'est, je vous cite, un mot vide, usé jusqu'à la corde, électroencéphalogramme plat, dit votre personnage, alors qu'hier, elle était une évidence, cette idée européenne. Première question, comment en est-on arrivé là? Deuxième question, est-ce que cela sert encore à quelque chose de vouloir la réactiver? Ma réponse, c'est justement parce qu'elle était une évidence. Je crois que la grande faute de notre génération, la grande erreur, a été de croire que l'Europe était une évidence, que l'Europe se ferait toute seule, que l'Europe était tellement inscrite dans la nature des choses, dans la logique de l'histoire et dans son sens, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, juste se laisser porter, juste, comme disait Claudel, s'installer sur le siège arrière de la voiture de l'histoire, somnoler, se laisser porter et qu'on arriverait à bon port. Quant à l'Europe, c'est un monologue intérieur qui s'inscrit modestement, comme je peux, dans la grande tradition des monologues intérieurs, qui commence avec des Lauriers, qui va jusqu'à Thomas Bernhard et qui passe par les immenses exemples que j'aurais scrupule à citer, enfin Joyce et beaucoup d'autres. Donc c'est un monologue intérieur. Et à un moment donné de ce monologue intérieur, le personnage dit, sur le ton des manifestations d'autrefois, et peut-être d'aujourd'hui, il scande, il crie des visages, des visages. Donnez-nous des visages. Donnez-nous des visages. C'est des visages qu'il faut à l'Europe. L'Europe souffre, pour parler comme Emmanuel Lévinas, d'un défaut de visagéité. Un corps politique, ça suppose un visage, ça suppose des noms, ça suppose des incarnations, et pas seulement des espèces d'énormes léviathans ou molochs bureaucratiques. Et le personnage prend l'exemple tout bête des billets de banque, les euros. Et dans un des moments comme ça, une des poussées délirantes qui parsème ce monologue intérieur, il dit: quel est le débile, le mollusque mononeuronal qui a conçu ces billets de banque absurdes, sans visage et sans paysage, juste des ponts qui ne mènent nulle part. La victoire, dit-il, les ponts qui ne mènent nulle part, donc les chemins qui ne mènent nulle part, juste la victoire, dit-il, définitive de Heidegger, l'anti-européen, ou plus exactement le tenant de la mauvaise Europe, l'Europe volkisch, l'Europe raciale, raciste, contre le génial et admirable Husserl, le tenant de l'Europe fraternelle et universelle. Lorsque je vois comment, face aux grands défis géopolitiques du moment, que ce soit l'État islamique, par exemple, ou que ce soit l'Ukraine. Mais on va creuser la question. Oui, c'est-à-dire ces Européens par excellence, que sont les jeunes Ukrainiens, dont certains sont morts en serrant entre leurs bras notre drapeau de l'Europe, la réponse faible, pour ne pas dire inexistante, de l'Europe. Donc, quand je dis des visages,
ça veut dire une défense commune, ça veut dire une politique commune, ça veut dire au fond inventer vraiment, mais de toutes pièces. C'est une immense révolution, cet objet politique de type nouveau qui n'a jamais existé nulle part. Il n'y a pas quelque chose que l'on pourrait répliquer qui serait le corps politique européen. C'est la thèse en tout cas de ce livre, pas seulement du monologue, mais des réflexions sur un âge sombre. Je pense que si l'on veut sortir de cet âge sombre où nous sommes, il n'y a probablement pas d'autre solution que de faire ce pari, c'est-à-dire ce saut en avant vers la construction de cet objet politique de type nouveau, cette bête sans espèce que serait la nation européenne. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'Europe? La question est toute bête, mais il faut faire passer ce message-là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'Europe? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas mieux finalement sans Europe? Certains voudraient nous faire croire. Je crois que le modèle national classique est entré dans une crise irréversible. C'est-à-dire le vieil argument selon lequel, au fond, la nation était l'agora idéale pour la démocratie. Je crois que cet argument ne marche plus. Les affaires publiques ne peuvent plus se régler au niveau de la nation. Que ce soit les grands défis économiques, que ce soit les politiques budgétaires, que ce soit la lutte contre la délinquance internationale, que ce soit la lutte contre la corruption, que ce soit la maîtrise des flux migratoires. Quelques questions que l'on prenne, qui sont les vraies questions qui se posent à la société française, et plus que tout, la question de la précarité, du chômage et de la misère, je crois que les réponses sont de moins en moins à l'échelle nationale. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si le lien social national craque de partout. C'est pas un hasard si nous votons de moins en moins aux élections nationales. Il y a une déshérence, une désaffection, une crise du lien social démocratique, pour autant qu'il s'exprime à l'intérieur de ce cadre national. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que comme tous les corps malades, le cadre national pur produit des tumeurs mauvaises. Et lesquelles tumeurs mauvaises produisent de la métastase. Quand un corps est malade, il fabrique de la mauvaise substance. Ça s'appelle les populismes, ça s'appelle les nationalismes radicaux, ça s'appelle les réflexes de crispation identitaire, ça s'appelle l'extrême droite, ça s'appelle le racisme, ça s'appelle l'antisémitisme. Et puis la troisième, c'est que aujourd'hui, le monde est ainsi fait et on ne choisit pas ni ses contemporains, ni, comme disait Sartre, la situation dans laquelle il nous est donné de faire notre destin. Le monde aujourd'hui, c'est trois empires. Il y a un empire commercial extraordinairement offensif, qui est l'empire chinois. Il y a un empire militaire de plus en plus offensif et qui le sera tant qu'il ne lui sera pas signifié qu'il convient de s'arrêter, c'est l'empire russe. Et puis, il y a un empire politico-idéologique qui est l'empire du califat, de l'Oumma dans sa version radicale, qui est aussi un empire en formation. Face à des empires, on ne se présente pas en ordre dispersé. On ne se présente pas en petite tribu gauloise, transalpine, piémontaise, trop faible pour résister. Et je ne parle pas de l'Empire américain parce que je crois que ça n'est plus ça le problème. Mais face à ces trois empires-là, qui sont les trois empires... Empire commercial, l'empire chinois, empire militaire, l'empire russe, et empire idéologique, et dans certains cas extraordinairement barbare, une barbarie même inédite depuis très longtemps, le califat. C'est pas nouveau, c'est même ancien. L'Europe ne bouge jamais. Génocide arménien, rien. Guerre d'Espagne, rien. Shoah, rien. Bosnie, rien, presque rien. Est-ce que vous êtes justement optimiste, puisque vous avez abordé le sujet, sur cet engagement, cette réponse globale promise par François Hollande à l'État islamique?
L'Europe ne bouge jamais lorsque on fait attentat à ses valeurs. Cela est un progrès, cette espèce de dégoût de la violence, cette idée que la violence n'est qu'une solution de dernier recours, c'est un vrai progrès de la civilisation, bien sûr. Mais quand on est face au génocide arménien, quand on est face à la Shoah, quand on est face à la Bosnie, ou quand on est aujourd'hui face à l'Ukraine ou face à l'État islamique, c'est vrai que ça pose un problème. Donc, grandeur de la civilisation démocratique et de son refus de la violence facile, et en même temps, drame, bien sûr, lorsqu'elle est confrontée à des défis extrêmes. Il y a tout de même des moments où, sous l'empire d'une volonté singulière, il faut un homme, le livre se termine, le livre, pas le monologue, les considérations sur Marc Mélenchon, se termine par un chapitre auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle « Le salut par les grands hommes ». Moi, je suis d'une génération qui a cru que les masses faisaient l'histoire, qui a cru que le monde était ému par des grands mouvements de plaques tectoniques se heurtant ou se séparant. Je crois plus ça. Les grands hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire un certain type d'actes, un certain type de paroles et un certain type de rapport à l'histoire. Un certain type d'acte, ça veut dire un acte qui tire son origine, qui ne tire son origine que de soi. Une parole, idem. Les textes juifs appellent ça la parole prophétique. Une parole prophétique, c'est une parole qui se fait entendre que rien n'annonce et que rien ne suit, qui est une parole comme une trouée de mots. Et puis, rapport à l'histoire, ça s'appelle un événement. Il y a très très peu d'événements. Des événements, c'est-à-dire des moments de l'histoire qui déchirent la trame de l'historicité, qui ne sont pas un des fils de cette trame-là, c'est rarissime. Il y a quelques événements par siècle, il y a un ou deux événements par vie. À chacun d'entre nous, il est donné de vivre dans nos vies très très peu de vrais événements, où on a vraiment le sentiment d'une rupture par rapport à ce qui nous a été donné, à ce qui nous a été prescrit et à ce qui est attendu de nous. Donc, ce que j'appelle les grands hommes, c'est ça. C'est ce tressage d'un acte, d'une parole et d'une événementialité. Bernard-Henri Lévy et la Libye. Parce que vous avez mentionné, je ne peux pas, voilà, je suis obligé de vous interrompre là-dessus. Certains, j'ai pu dire qu'il faut que Bernard-Henri Lévy s'excuse pour la Libye. C'est pire, dit-il, c'est pire aujourd'hui qu'avant. Il vous semble d'exprimer des regrets, des excuses. Est-ce que vous regrettez d'être intervenu vous plaisantez, mais pas une seconde. Moi, je ne demande pas de vous excuser. Je sais qu'il y a des commentateurs qui ne sont d'ailleurs pas sans qualité, mais enfin, qui depuis leur fauteuil ou leur salon, en effet, jugent que la Libye d'aujourd'hui, c'est pire que la Libye d'autrefois. Alors, non seulement je ne regrette rien, non seulement je suis même très, très, très fier de ce que mon pays a fait, de ce que les soldats de notre pays ont fait, et je parle d'ailleurs ici, à Nancy, pas un hasard, mais je pense qu'il y a tout lieu de se féliciter de ce qui a été fait en Libye. Faisons le bilan de l'intervention en Libye. Bilan de l'intervention en Libye. Chute d'un dictateur, évitement d'un massacre et d'un bain de sang à Benghazi, mais loi des tribus et guerre des milices. D'accord. Loi des tribus, absence d'État, guerre des milices. Maintenant, faisons une seconde le bilan de la non-intervention. Qu'est-ce qui se passe quand on n'intervient pas? Et là, il y a un exemple, je ne vais pas le chercher en Papouasie orientale, mais à côté, la Syrie. La Syrie, on n'est pas intervenu, vous êtes d'accord? Quel est le bilan de la non-intervention en Syrie? Les mêmes milices, les mêmes tribus, le même chaos, quasiment la même impotence de l'État, mais en plus, la non-intervention, ça donne en plus 190 000 morts,
c'est pas rien. Et ça donne surtout la non-intervention. Ça donne le califat noir. Ça donne l'État islamique dit ex du Levant. Ça donne cette barbarie, alors sans pareil, contre laquelle la communauté internationale, pays arabes compris, est en train de se mobiliser parce qu'elle sait que c'est un danger mortel pour l'humanité. Donc, le bilan de l'intervention, c'est la guerre des tribus et des milices. Le bilan de la non-intervention, c'est la naissance de l'État islamique, du drapeau noir, des décapitations, de Sokolov, de Follet et, ce qu'à Dieu ne plaise, de ceux qui leur succéderont. Donc, cher Christophe, bien sûr que le monde, cette partie du monde est entrée dans une zone de haute turbulence. Après, dans cette longue et belle et terrible histoire qui est la sienne, comme l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Europe est magnifique, et puis elle a des zones, des trous noirs incroyables. Auschwitz, c'est quand même nous, les Européens. Le monde arabe, il a lui aussi sa part de lumière et sa part d'ombre. Aujourd'hui, le monde arabe est clairement dans une zone de haute turbulence. Ça va mal partout. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et les plus lucides, les plus courageux des intellectuels arabes le disent. Je pense à Abdelwahab Mehmed qui parle de la maladie de l'islam. Donc, dans ce contexte de haute turbulence, il y a en effet deux situations. La situation où l'Occident a tendu la main à un peuple arabe tentant de se frayer un chemin vers quelque chose qui un jour pourra ressembler à la démocratie, c'est la Libye. C'est pas là qu'il y a l'État islamique, c'est pas là qu'il y a 180 000 morts. Et puis de l'autre côté, il y a le pays où l'Occident a montré à l'inverse qu'il était l'ami naturel, presque ontologique du dictateur, et là ça donne l'horreur absolue. Donc je suis vraiment très fier que mon pays et l'armée de mon pays aient évité le califat islamique en Libye. Et j'aurais aimé qu'on fasse de même en Syrie, car je suis persuadé que si l'on était intervenu en Syrie comme on l'a fait en Libye, en 2012, encore en 2013, encore jusqu'au 29 août de l'année dernière, ce jour noir où les avions français étaient prêts au décollage et peut-être déjà même dans le ciel, et où Barack Obama a décidé en un après-midi de changer de position, eh bien je pense qu'il n'y aurait pas eu cette radicalisation de l'opposition à Bachar al-Assad. Il n'y aurait pas eu ce laminage de l'opposition démocratique de l'armée syrienne libre. Et on ne verrait pas aujourd'hui cette montée en puissance de ce qu'il y a de pire, de la barbarie en concentré qu'est l'État islamique. Donc, aucun regret, grande fierté pour ce qui a été fait en Libye. Europe, c'est une petite princesse, joueuse, qui s'amuse avec ses petites camarades, comme les nymphes Nausicaa et autres dans Homère, sur une plage libanaise et qui est enlevée par un taureau qui l'amène en effet sur les flots de la Méditerranée déchaînée jusqu'en Crète. Je crois que la lecture dominante, celle à laquelle en tout cas je me rallie, qui est la lecture de Rimbaud, c'est une lecture qui dit, que la relation sexuelle entre Zeus et la petite princesse est une relation entre adultes consentants, une relation de désir réciproque. Et puis la raison pour laquelle c'est bien parti aussi, c'est que le mythe nous dit en effet que la relation amoureuse entre Zeus et la petite princesse, elle se fait en Crète, c'est-à-dire au seuil de l'Europe. Et les Grecs tiennent à nous dire qu'Europe ne vient pas en Europe. L'Europe n'atterrit pas sur la terre de ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe. Europe, c'est pas Rémus et Romulus, c'est pas Énée, c'est pas une fondatrice de cité. Énée, il fonde une cité après la fuite de Troie. Rémus et Romulus, ils fondent une cité en dessinant le contour des 7 collines romaines. Europe, elle ne fonde pas une cité, elle marque un voyage. Elle indique la gloire, la grandeur et la nécessité de la traverser comme telle. Elle ne marque pas un territoire, elle dessine un voyage. Donc le chemin. Et ça, pardonnez-moi, mais en ces temps où nos nations, nos peuples
ont tendance à se refermer, ont tendance à raisonner quant à leur destin en termes d'identité, ont tendance à se claquemurer comme dans des forteresses assiégées. Cette idée que l'Europe, c'est d'abord de la traversée, que c'est d'abord du mouvement, que c'est d'abord ce qui va de l'Orient vers l'Occident, quelle leçon! Et au passage, j'attire votre attention sur le fait que ces fameux réfugiés qui arrivent à Lampedusa, dont les images nous ont tous, ou en tout cas, j'espère pour la plupart d'entre nous, tellement bouleversés. Ce trajet des réfugiés de Lampedusa, c'est le trajet de la princesse Europe. Ils viennent du même endroit, à quelques kilomètres près, ils viennent de Syrie. Les gens qui arrivent à Lampedusa, quand ils y arrivent, quand ils ne se sont pas noyés, trahis par les passeurs mafieux qui leur ont vendu du rêve et ignorés par des gardes-côtes européens qui ont regardé courageusement ailleurs, leur trajet, le trajet de leur pauvre petite embarcation de fortune, c'est le trajet de Zeus, Tauroïdé et de la princesse Europe. Donc, au contraire, ça commence bien, car quelle belle leçon d'ouverture, quelle belle leçon d'altérité qui nous est donnée par ce mythe originaire de l'Europe. Pas l'Europe forteresse, pas l'Europe qui s'enferme derrière ses murailles et qui jette la clé. Non, l'Europe ouverte, dont parlaient les pères fondateurs de l'Europe, dont parlaient Husserl dans les deux conférences de 1935 et dont parlaient tous les grands Européens auxquels je rends hommage dans mon livre. Alors précisément, je vous cite, autrefois on disait socialisme ou barbarie. Aujourd'hui, il faut dire union politique ou barbarie. Mieux, fédéralisme ou éclatement. Et dans la foulée de l'éclatement, régression sociale, précarité, explosion du chômage, misère. Nous n'avons plus le choix, c'est l'union politique ou la mort. Le fédéralisme européen, c'est donc la seule solution. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai rien à ajouter, sinon peut-être un cas, vous parlez du chômage. Aujourd'hui, le chômage, qui est en effet une lèpre, une maladie mortelle pour nos sociétés et pour la démocratie. Les chômeurs en fin de droit, les États-nations n'ont plus les moyens de les indemniser. Je formule dans ce livre une proposition, qui est une proposition construite, cohérente, et dont mon petit doigt me dit que vous entendrez reparler dans les mois qui viennent. Une proposition, c'est que les chômeurs en fin de droit, ceux qui arrivent au niveau de la plus grande précarité, eh bien, la seule instance qui est probablement capable aujourd'hui de leur assurer ce droit à la biopolitique dont parlait Michel Foucault, ce droit à la survie, c'est probablement l'Europe. Et vous verrez qu'un jour ou l'autre, j'espère le plus vite possible, les chômeurs en fin de droit de l'ensemble de l'Union européenne recevront un chèque signé Europe, signé Petite Princesse Europe. Alors ça sera la signature de M. Fusk, ce sera la signature de M. Moscovici, commissaire européen. Les nations n'en ont plus les moyens. Vous verrez, vous avez entendu les derniers débats aux deux dernières présidentielles, vous verrez la prochaine, il n'y a pas de solution en France. Comme il n'y en a pas en Italie, comme il n'y en a dans aucun pays. Il y a des solutions, il y a des budgets, mais je vous dis, je ne veux pas vous en dire davantage, vous verrez. Je vous donne rendez-vous avant la fin 2015. Vous verrez que cette idée fera son chemin et que l'on s'apercevra que l'Europe est l'instance, la signature, la caisse où, à partir de laquelle il est possible de sauver de la mort, tout simplement, de la mort sociale et de la mort tout court, ces millions et ces millions d'Européens qui sont aujourd'hui en dessous du seuil de la survie. Alors, vous disiez, pour remettre l'Europe en scène, peut-être d'ailleurs, par le théâtre, donnez-nous des visages, ce que dit votre personnage en évoquant ces fameux billets de banque. Alors, il y en a des visages qui surgissent de la bouche de votre personnage, et c'est un des moments les plus vibrants du texte. Jacques Weber explose quand il dit ça, il compose son gouvernement idéal. Et les membres de ce gouvernement, ils sont pris parmi les grands personnages de l'histoire européenne, des écrivains, beaucoup d'écrivains d'ailleurs, notamment Diderot, que personnage, que vous, allons-y, faisons un raccourci, mettez à l'éducation nationale, non nationale, avec mandat d'interdit
interdire Wikipédia dans les écoles et de mettre en ligne l'encyclopédie. C'est vrai que c'est un texte et c'est une pièce qui questionne aussi la dimension numérique de nos vies. En fait, le personnage, à chaque fois qu'il peut faire son discours, il est dérangé. La seule chose continue, c'est l'interruption. Il est dérangé par des messages, des SMS, des fausses rumeurs sur le net, ce qu'on appelle des hoax. Et Wikipédia, évidemment, je me pose la question. Wikipédia est en majesté dans cette pièce. Chaque fois qu'il a besoin d'un renseignement, etc., il se connecte à Wikipédia, on voit l'écran, et il critique aussi Wikipédia. C'est la dimension éducative, de transmission, elle est au cœur de ce texte-là. Wikipédia, voilà l'ennemi. Attendez, Wikipédia, non, justement, quand il se connecte à Internet, ça n'est jamais Wikipédia. Il cherche, on a... Il n'est pas Wikipédia. Google, oui, il n'est pas Wikipédia. Google, bien sûr, et je crois, moi, qu'Internet est un progrès. Sans cesse. Oui, Internet, Google est un progrès de la civilisation. Cet accès au savoir absolu que permet Google est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi non avec Wikipédia? Parce que Wikipédia est une encyclopédie collaborative, participative, et qu'on ne fait pas une encyclopédie participative. C'est pas vrai. On ne fait pas une encyclopédie sérieuse avec des collaborations disparates, non coordonnées, de gens qui ont une fois sur deux des comptes à régler avec le sujet qu'ils mentionnent. Aucun sens des hiérarchies entre les informations, des informations mineures comme une importance des mesures, ainsi de suite. Wikipédia est un très mauvais coup porté au savoir et à la transmission. Alors ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je connais bien l'histoire de la naissance de Wikipédia, comment elle a été formée, y compris politiquement d'ailleurs. Il y a tout un arrière-fond qui est assez douteux. Mais en tout cas, aujourd'hui, le résultat, quand on connaît un peu le sujet, bon, il y a 2-3 petites bricoles sur lesquelles je suis un peu plus renseigné que d'autres, Wikipédia peut être, parfois c'est bien sûr, mais peut être très souvent, et malheureusement c'est pas marqué, ça peut être un désastre. C'était quand même autre chose l'encyclopédie de Diderot que cette espèce d'encyclopédie participative à la noix qu'on nous vend comme la forme moderne du savoir absolu, et là aussi, sans être vieux con et tout ça, mais quelle régression, quel retour en arrière. Donc c'est vrai, je plaide, j'aimerais que quelqu'un, une fondation régionale, d'État, peu importe, mette en ligne l'encyclopédie de Diderot, vieille comme elle est, hein, avec ces 2 siècles. Je vous jure que sur bien des sujets, on aurait de grandes surprises et que ça aurait une autre allure que Wikipédia. Donc Diderot est à l'éducation nationale, vous mettez les Pussy Riots, les dissidents punk embastillés par Poutine, vous les mettez aux droits des femmes, Salman Rushdie à la laïcité, Goethe aux beaux-arts, Camus à la jeunesse et au sport, vous confiez un ministère des cultes à Voltaire avec mission de régler une fois pour toutes cette affaire de Burqa, je cite, et même Houellebecq aux droits des animaux, vous allez lui mettre à l'économie, vous avez vu dans le point, c'est compétences économiques, il faudra pour la version 2 corriger ça. Alors il y en a 2 en revanche que vous éjectez tout au long du texte, tout au long de la pièce, c'est celui que vous appelez Van Trompet et Catherine Ashton, c'est-à-dire Van Rompuy, l'actuel président du Conseil européen, et Catherine Ashton, la chef, un peu pour longtemps, de la diplomatie européenne. Il vous sort par les yeux, celui-là. Ça, c'est la faillite de l'Europe, d'avoir nommé des gens comme ça. Je les trouve nuls. Et Catherine Ashton, je la trouve... mais c'est pas la France d'Europe. Combien ici savent même qui est Catherine Ashton? C'est ça qui est aussi terrible. Donc Catherine Ashton, c'est elle qui nous représente tous dans le monde. Sur les grandes questions de politique internationale, quand nous nous exprimons, nous citoyens, ceux d'entre nous qui s'estiment citoyens européens, c'est Catherine Ashton qui parle en notre nom. Moi, sur tous les sujets qui m'ont importé, qui me semblent essentiels, sur lesquels il faudrait des positions nuancées, elle a toujours pris des positions tranchées qui allaient dans le mauvais sens. Voilà, que ce soit sur la Libye, sur la Syrie, des positions pusillanimiques, sur le Proche-Orient, sur Israël et la question palestinienne. Elle a pris des positions très unilatérales, très partisanes, qui ne me semblent pas aller dans le sens de la paix et qui me semblent au contraire de nature à enflammer et
et jeter la torche, jeter le feu dans les esprits plutôt que l'inverse. Donc je crois que voilà un des exemples de ce que je dis, de cette machine à rendement décroissant, de cette machine à produire du rien ou du déchet, ce qui est presque pire, qui est devenue la commission bruxelloise. Et quand Weber dit qu'il faut une révolution, qu'il n'y a qu'un recours, c'est le retour du courage et de ce que j'appelle la véhémente chimie des rêves, c'est à ça que je pense. Vivement la véhémente chimie des rêves, plutôt que cette espèce de réelle politique minable dont les gens dont vous venez de parler sont les personnages. Alors, il y a un autre visage qui surgit sur l'écran de l'ordinateur de votre